Bonjour et bienvenue tout le monde, ou re-bienvenue. Pour ceux qui nous connaissent déjà, moi, Anne-Marie et notre très très bonne amie Laurie. Ça me fait tellement plaisir de vous revoir, revenir aux ateliers, comme ça on peut apprendre à se connaître un peu de cette façon-là virtuellement. Donc c'est ça, on est de retour avec Laurie, puis aujourd'hui on va parler du système solaire. Donc sans plus tarder, je vais lui passer la parole et je vous souhaite à tous de passer un beau moment. Super, merci Anne-Marie. Aujourd'hui, je vais vous parler du système solaire. C'est une présentation que j'aime beaucoup donner parce que je pense que quand moi, j'étais jeune puis que j'ai commencé à apprendre des choses sur l'univers, ça a d'abord passé par apprendre les planètes du système solaire. Ce qui me fascinait à l'époque, c'était de voir à quel point elles avaient des couleurs différentes, des tailles différentes. Puis c'est comme si à chaque fois que je lisais des informations sur chacune des planètes, je m'imaginais un autre monde complètement différent de celui sur la Terre. Puis ça n'a pas changé vraiment. Maintenant, c'est juste que j'en connais un peu plus, puis on a beaucoup d'observations sur les planètes qui nous permettent d'avoir juste une idée de qu'est-ce que ça peut avoir l'air un peu partout dans le système solaire. Fait que j'ai préparé une présentation qui va passer au travers tout le système solaire. J'ai tellement de choses à vous dire que ça se peut que je manque de temps. J'espère que je vais être capable de passer au travers toutes les planètes. Puis j'espère que vous avez aimé ça. Puis n'hésitez pas à poser des questions. Puis Anne-Marie, si tu veux m'interrompre pendant la présentation parce qu'il y a des questions qui portent sur des planètes, n'hésite pas. Fait que je vais tout de suite partager mon écran. Ici. Oh, excuse-moi, je t'ai pas donné la permission, je fais ça maintenant. Oui, ça devrait être beau. OK. OK, génial. Et voilà. Puis avant de commencer, je vais quand même m'introduire pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Laurie Rousseau-Netton, je suis une astrophysicienne, je viens du Canada, du Québec. Mais je travaille pour le télescope Canada-France-Hawaii à Hawaï. Ça, c'est des photos de moi d'ailleurs à côté du télescope avec le coucher de soleil. Puis je viens du Québec, dans le fond, de près de la région de Québec. Mon père réside dans la réserve de Wendake. Ma famille, une grosse partie de ma famille est sur la réserve de Matsuya, Tupekwa, Kaminiwats. Et on passe beaucoup de temps aussi un peu plus au nord dans les terres traditionnelles de chasse. Puis c'est là d'ailleurs que je vais tous les mois de septembre pour faire la chasse à l'orignal et je vais, espérons-le, avec la quarantaine, pouvoir revenir encore cette année en septembre. Puis ça, c'est des photos de notre campement de chasse qui est dans la réserve faunique de la Chape-Mouchouane. Et ça, c'est une photo de moi avec une trace de loup, puis une pointe de flèche que j'ai trouvée dans le lac juste en face de notre campement. Puis j'ai rajouté une diapositive parce que je pense que c'est important de réaliser que tous nos ancêtres, en fait, étaient vraiment des astronomes. Ils utilisaient les étoiles pour plein de choses. Puis il y a une constellation qui est une constellation Innu, donc qui est de la région où vit ma communauté. Puis elle combine, en fait, Orion et la Grande Ourse, les deux constellations. Puis en fait, c'est une constellation où il y a deux animaux qui sont dans un canot qui pagaient, en fait, sur un canot, un gigantesque canot. Et puis quand on observe cette constellation-là au mois de décembre, elle est alignée sur l'horizon, comme si le canot flottait sur l'horizon. Donc, si tu arrivais pour aller te coucher vers 7-8 heures le soir et tu sortirais pour voir les étoiles, tu verrais le canot aligné sur l'horizon. Et puis, plus le temps avance, en janvier, eh bien, le canot, si tu sors dehors, il va être tourné par rapport à l'horizon. Et les Inuits disaient que dans le fond, quand le canot commence à tourner en janvier, si vous êtes un pagayeur, vous savez, quand on fait tourner le canot, on perd aussi de la vitesse en tournant. Et il expliquait en fait que le parcours du canot dans le ciel, le fait qu'on tourne le canot, ça fait que tout se ralentit et que les journées se rallongent. Donc, en janvier, c'est le moment où on passe le seuil de l'hiver et que les journées commencent à se rallonger jusqu'à l'été. Et pour eux, le canot est un indice de ça. Et si jamais vous voulez trouver l'étoile polaire, d'ailleurs, il y a une bonne façon de la trouver avec la grande ours comme ça. Donc, c'est ça. Mon parcours commence assez tôt dans ma vie. J'ai passé beaucoup de temps en nature et c'est ça qui m'a donné la piqûre un peu pour la science, c'est de comprendre les choses autour de nous. Et quand je suis arrivée pour choisir un sujet d'études, j'ai décidé d'aller faire de la physique à l'Université de Laval.
Et ensuite, je suis allée à la maîtrise en astronomie. Puis ça, c'est une photo de moi avec d'autres étudiants à l'Observatoire du Mont-Mégantic, au sud du Québec. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches en astrophysique. Puis quand j'ai fini mes études universitaires, après mon doctorat, j'ai déménagé à Hawaï. Donc, c'est mon voyage. Juste quelques semaines après avoir défendu mon doctorat et avoir obtenu mon diplôme, j'ai été engagée au Télescope Canada-France Hawaï et je suis partie pour Hawaï. Et ça, c'est l'archipel d'Hawaï. Il y a plusieurs îles, mais je suis localisée sur la grosse île d'Hawaï qui est ici avec les volcans, le Mauna Kea, le Mauna Loa, le Kilauea. Il y a aussi Ualala et Kohala. Il y a 5 volcans, dont 3 sont actifs, mais pas présentement. Et la plupart des télescopes qui sont là, il y en a 13, ils sont sur le Mauna Kea. Et ça, c'est le Télescope Canada-France-Hawaï, qui est, si vous le faites attention, vous allez réaliser complètement au-dessus des nuages, de la plus grosse couche de nuages, et en fait, souvent en dessous du sommet de la montagne, qui est à 4250 mètres d'altitude. Puis on a parfois un petit peu de cirrus qui passe au-dessus, mais on a beaucoup de beaux ciels bien clairs pour faire des observations astronomiques. Et une année, en fait, après que je suis arrivée, il y a eu une éruption en 2018, une éruption majeure qui a amené plein de tremblements de terre, des coulées de lave. Puis les éruptions, en fait, à Hawaï, quand ça se passe, elles sont assez prévisibles, dans le sens qu'il y a beaucoup de tremblements de terre. Les gens ont le temps de s'en aller, donc il n'y a pas eu de blessés. Par contre, ben, c'est ça, on a vu beaucoup de terrains comme ça qui se sont recouverts par la lave. Parfois aussi, on a des ouragans, donc on doit fermer le télescope, laisser passer l'ouragan avec beaucoup de vent, puis on peut observer une fois que tout est passé. Et ça, c'est la montagne. Le Mauna Kea, vu de la petite ville de Waimea, qui est l'endroit où on a nos bureaux. Et en fait, on contrôle le télescope à distance à partir de là. Et là, vous voyez le sommet. Le Canada-France-Hawaï, c'est celui-là à gauche ici. Et ça, c'est une photo prise en hiver. Et oui, il y a de la neige à Hawaï pendant les mois de janvier et de février. Là, présentement, la neige, elle a fondu, mais à tous les hivers, le dessus de la montagne est complètement couvert de neige. Et c'est le télescope. Donc, à l'intérieur du dôme, on voit la fente, on peut regarder les étoiles. Et j'ai une petite vidéo d'ailleurs qui montre comment tout s'anime. Là, on voit la fente du dôme qui s'ouvre au moment du coucher du soleil. Si vous faites attention aussi, vous voyez sur les côtés, il y a des petites fenêtres que l'on va aussi ouvrir. Et ça permet de laisser l'air froid rentrer dans le dôme. Et c'est super important d'avoir de l'air froid autour du télescope. Ça permet d'éviter qu'il y ait des mouvements d'air, de turbulence au-dessus du télescope. Puis ça, ces mouvements-là, ça fait scintiller les étoiles, ça les fait vraiment bouger. Et c'est pas idéal pour prendre de belles images des étoiles. Donc, on essaie d'éviter ces mouvements de turbulence-là de l'air qui serait chaud à l'intérieur. Donc, on laisse ventiler le télescope. Là, vous avez vu le dôme tourner. Puis dans quelques instants, vous allez voir le télescope bouger pour qu'on puisse voir le miroir à la base. Un miroir qui est un énorme miroir de 3,6 mètres. Juste ici, à la base du télescope. Et ça, c'est quelques photos de moi un peu plus techniques avec les gens qui travaillent dans le dôme autour des caméras astronomiques qui installent les caméras sur le télescope. Et on a des caméras qui prennent des vidéos d'ailleurs de ce qui se passe autour du télescope pendant la nuit. Donc ça, c'est une petite vidéo qui vous montre le mouvement des étoiles au cours de la nuit, mais aussi le mouvement des nuages en bas de la montagne. On voit de la pollution lumineuse qui vient d'une des villes proches de Hilo. Et une des beautés aussi de ces nuages-là, c'est qu'en fait, ils bloquent aussi la pollution de la ville bien souvent. Donc, cette couche de nuages-là bloque la pollution lumineuse de la ville de Hilo. Et là, on va la voir ici, voilà. Donc, aujourd'hui, on va traverser le système solaire. Donc, je reprends une vidéo que j'utilise souvent pour montrer les différents objets qui entourent la Terre. Là, on est sur Terre, on s'éloigne. On va voir la Lune. Puis, les objets du système solaire, il y a quand même 8 planètes. Chacune des planètes, souvent, pas toutes les planètes, mais beaucoup des planètes ont des lunes. On voit Mars ici. On a aussi des centaines de milliers de comètes et d'astéroïdes. On vient de passer la ceinture d'astéroïdes. Et les objets qui sont dans le système solaire, même s'ils sont proches de nous, c'est quand même difficile de les étudier. Donc, parfois, on va envoyer des sondes qu'on va littéralement envoyer avec des fusées spatiales pour aller prendre des images des planètes.
Sinon, on va utiliser les télescopes sur Terre ou dans l'espace pour essayer de les observer et comprendre ce qui se passe dans ces mondes-là. On voit Saturne et les anneaux de Saturne. On voit ici Uranus. Et là, on va passer une autre bulle d'astéroïdes qui s'appelle la ceinture de Kuiper. Et finalement, juste ici, je vais faire une pause, on voit une espèce de bulle qui s'appelle le nuage de Oort. Et ça, c'est l'endroit où les comètes sont. Et parfois, ces comètes-là sont perturbées, vont entrer en collision entre elles. Et quelques-unes d'entre elles vont être projetées vers le Soleil. Et quand on voit des comètes dans le ciel, c'est des comètes justement qui viennent de ce nuage-là et qui ont été un peu perturbées, puis qui, à cause de la gravité du Soleil, ont été attirées vers le Soleil. Et on les voit dans le ciel quand elles se font réchauffer. Et ça, c'est une petite bulle d'espace autour du Soleil. Puis, bien que ça peut sembler des distances phénoménales pour nous sur Terre, quand on se réfère à ce qu'il y a dans notre galaxie, là, je vais avancer la vidéo, là, on voit des étoiles autour de nous, on voit du gaz qui est autour de nous dans la galaxie. Et là, on va sortir de notre galaxie qui contient des milliards d'étoiles et beaucoup de gaz. Mais le système solaire, à l'intérieur de ça, c'est très, très petit. C'est juste une étoile parmi des milliards. Et notre galaxie, c'est une galaxie parmi d'autres milliards d'étoiles qu'il y a dans l'univers. Et là, ça, c'est juste pour vous montrer toutes les galaxies qu'il y a autour de nous. Donc, on va vraiment juste parcourir une toute petite partie de l'univers aujourd'hui et visiter le système solaire. Et là, j'aime bien aussi parler des forces fondamentales. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la force de la gravité, qui est responsable d'ailleurs du mouvement des planètes. Donc, la force de la gravité, qui est la masse qui attire la masse, et c'est la force qui est responsable des planètes qui tournent autour du Soleil et aussi de la Lune qui tourne autour de la Terre. Il y a aussi la force électromagnétique qui va être responsable, entre autres, des aurores boréales. On va en parler un tout petit peu. Donc, la gravité, c'est la force de la masse qui attire la masse. C'est la raison pourquoi nos deux pieds sont collés sur Terre, pourquoi la Terre nous attire, nous. Et plus un objet est massif, plus un objet est gros, comme le Soleil est très, très gros, plus sa force de gravité est forte. Et surtout si on est proche. C'est sûr que la Terre est loin quand même du Soleil, mais le Soleil est tellement gros que sa force de gravité fait que la Terre est attirée par le Soleil. Puis la Terre, elle est dans l'espace et elle va excessivement vite. En fait, c'est comme si la Terre, c'est notre vaisseau spatial. Hein? On est sur la Terre, on voyage dans l'espace. Et à chaque seconde, on parcourt 40 km. Donc, à chaque seconde, dans notre vaisseau spatial qui est la Terre, on parcourt 40 km dans l'espace. Et ça fait qu'on va très, très vite, mais on est toujours attiré constamment vers le Soleil et c'est ça qui nous fait tourner autour, en fait. C'est notre vitesse rapide et la force de la gravité qui nous ramène vers le Soleil toujours un petit peu. Mais on ne rentrera jamais en collision avec le Soleil. Croyez-moi sur parole, on va toujours continuer à tourner sur cette orbite-là qui est parfaitement stable, qui tourne autour du Soleil. Et c'est la même chose pour la Lune. La Lune est proche de nous. Donc, la Terre est plus grosse que la Lune. Fait que la Terre, c'est sûr qu'elle attire beaucoup la Lune. Mais la Lune aussi, elle attire la Terre parce qu'elle aussi, elle a une masse. Donc, il y a une force de gravité qui aussi nous attire vers la Lune. Et ça, il y a des choses qu'on peut voir sur Terre qui nous montrent ces effets-là. Et là, je vous donne un indice. J'espère que vous êtes capable de deviner qu'est-ce qui a un effet de la gravité de la Lune sur la Terre. Si vous êtes sur l'eau, proche d'une côte, peut-être que vous allez voir d'ailleurs des effets de ça. Je ne sais pas si vous avez une idée. Là, je ne peux pas voir vos réponses, mais je vais vous laisser le temps d'y penser. Qu'est-ce qui est quelque chose qu'on peut observer sur Terre et qui montre la force de la gravité de la Lune sur la Terre? Et puis, en fait, si vous êtes un village côtier, vous avez probablement déjà vu les marées, la petite marée, la grande marée, les marées hautes, les marées basses. Et bien, ça, c'est en fait des effets de la gravité de la Lune sur la Terre. La Lune, elle tourne autour de nous. En plus, nous, on tourne sur nous-mêmes. Hein? Chaque jour, la Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures. Et ça fait que l'eau est tirée vers la Lune à cause de la force de la gravité de la Lune. Puis en plus, cette masse d'eau-là qui est tirée vers la Lune, elle tourne autour de la Terre. Et ça crée les marées. Finalement, nous, on est sur Terre, on est attiré par la Terre, ça, c'est certain. Et un astronaute qui serait sur la Lune est aussi attiré par la Lune, un petit peu moins. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand on voit les astronautes sur la Lune, on les voit comme sautiller un peu quand ils marchent sur la Lune. C'est parce que la force de la gravité lunaire est moins forte que la force de gravité sur Terre. Donc, plusieurs mouvements. Il y a la rotation de la Terre. Là, on disait les journées 24 heures. Ça, c'est parce que la Terre, souvent, tourne sur elle-même.
Ensuite, il y a la révolution de la Terre et sa rotation qu'on peut d'ailleurs voir quand on observe les phases de la Lune. Là, j'ai une petite vidéo qui montre d'ailleurs ici. Ouais, je pense que je vais partir de la vidéo. Donc, on voit la Terre ici. La Terre tourne sur elle-même. On a la Lune ici qui tourne autour de la Terre. Et les deux sont éclairés par le Soleil. Et si on fait attention, je vais avancer un petit peu la vidéo, on va voir la face qui est éclairée par le Soleil. Donc, les deux objets célestes ont une face qui est éclairée par le Soleil, comme ça. Et si on regarde la Lune par rapport à nous, voilà, donc, on va voir ici, là, les petites lignes rouges, c'est pour représenter quelqu'un qui regarderait la Lune dans cette direction-là. Donc, quelqu'un qui regarderait la Lune dans cette direction-là, c'est cette phase de la Lune-là qu'il verrait à cause que les rayons du Soleil arrivent dans cette direction-là. Et là, la Lune va commencer à tourner. Et on va voir aussi que la personne va rentrer dans le côté sombre, donc qui est la nuit, ce côté-ci. Et on voit que plus la Lune avance, plus on voit une phase de la Lune qui commence à être vers le quartier de Lune. Puis éventuellement, quand la Lune va être complètement à l'opposé du Soleil ici, voilà, on va arriver à la phase de la pleine Lune, où on observe vraiment la totalité de la phase de la Lune qui est éclairée par le Soleil. Puis on peut aller de l'autre côté, où là, la Lune peut être alignée avec le Soleil en pleine journée, et là, on aurait normalement la nouvelle Lune, où quand on voit, en fait, on ne voit pas du tout la phase de la Lune qui est éclairée par le Soleil. Et finalement, la Terre tourne autour du Soleil également. Donc ça, c'est une petite vidéo qui montre ça. Mais aussi, on tourne sur nous-mêmes. Je ne sais pas si vous voyez dans cette vidéo-là, on voit bien que notre rotation sur nous-mêmes, elle est faite de façon inclinée légèrement. Donc, on est incliné un peu par rapport à notre axe de rotation autour du Soleil. Et ça crée les saisons, l'hiver, l'été. Donc, la raison pourquoi, quand on est d'un côté du Soleil, c'est l'hiver, et quand on est de l'autre côté, c'est l'été, c'est à cause de cette inclinaison-là qui change un peu l'angle avec laquelle les rayons du Soleil nous frappent. Et chacune des planètes du système solaire tourne comme ça autour du Soleil. Et cette petite vidéo-là, si vous faites attention, vous allez voir que plus une planète est proche du Soleil, plus elle tourne rapidement autour du Soleil, alors que si la planète est très, très loin, en fait, elle tourne plus lentement. Et puis bon, il y a plein de choses que ces mouvements célestes-là occasionnent, mais une des plus spectaculaires, c'est quand on a les éclicses totales solaires. Ça arrive rarement, à peu près une fois toutes les 40 ans. Puis c'est pas tout le monde sur Terre qui peut voir l'éclipse solaire au moment où ça se passe. J'ai une vidéo qui montre les moments où il y a une éclipse totale solaire. Donc, on voit la Lune qui passe devant le Soleil. Et exactement, en fait. Et elle bloque toute la lumière du Soleil. Et c'est comme si pendant ces quelques minutes-là, c'était la nuit totale. Et on voit l'anneau de lumière autour de la Lune pendant l'éclipse. Et ça, ben, c'est seulement quelques personnes sur Terre qui peuvent le voir. Par exemple, je vous donne une idée, là, si jamais l'éclipse solaire, on peut la voir quand on est au Mexique, mais quelqu'un qui serait au nord du Canada, par exemple, ben, probablement qu'il ne verrait même pas l'éclipse. L'alignement ne serait pas parfaitement bon pour que la personne puisse voir l'éclipse. La Lune ne cacherait pas complètement le Soleil de ce point de vue-là. Et là, regardons le Soleil de plus près, un peu. Donc, ça, c'est notre étoile. Sa surface, en fait, est assez intéressante. C'est comme bouillonnant, c'est de la matière bouillonnante, c'est super chaud, des millions de degrés Celsius. Et à sa surface, il y a des éruptions parfois. Ce n'est pas les mêmes éruptions qu'avec un volcan. C'est des éruptions à cause du champ magnétique à la surface du Soleil. Donc, on en voit une ici. Et là, je vais vous montrer une petite vidéo qui montre qu'est-ce qui se passe en fait quand il y a des éruptions solaires qui envoient des particules solaires vers la Terre. Donc là, on voit plein de petites particules ici qui partent du Soleil. Et ça prend quelques jours, 2 à 3 jours, avant que ces particules-là atteignent la Terre. Et là, la Terre, on est chanceux. On a un champ magnétique. Et là, vous allez voir, ça agit comme un bouclier. Là, je vais revenir un peu. Notre champ magnétique agit vraiment comme un genre de bouclier qui bloque ces particules-là qui ont une charge. Et ces particules-là vont être attirées par les pôles magnétiques de la Terre, le pôle nord et le pôle sud. Si vous voyez bien, les petites particules, elles reviennent vers les pôles, nord et sud. Et ben, quand on a ces particules-là qui atteignent les pôles et qui frappent l'atmosphère, ben, ça fait les magnifiques aurores boréales qu'on peut observer au nord. Fait on peut en fait les prévoir. Quand on voit une éruption solaire avec les satellites qui observent le Soleil, on peut dire que dans quelques jours, dans quelques heures, ces particules-là vont atteindre la Terre et on va probablement avoir des aurores boréales vraiment très fortes. Et moi, malheureusement, je suis à Hawaï, fait que je ne peux pas les voir en plein milieu de l'océan Pacifique.
c'est trop au sud ou trop proche de l'équateur pour pouvoir voir les aurores boréales, mais peut-être que vous, vous êtes capable de les voir assez souvent. Et là, on va regarder les tailles des différents objets dans le système solaire. Donc, on avait la Lune, on a la planète Mercure, Mars, Vénus, qui est vraiment proche de la taille de la Terre. C'est quasiment deux jumelles en termes de taille. Puis ensuite, on a les planètes géantes gazeuses, donc Neptune, Saturne, Jupiter. Jupiter est vraiment plus grosse que toutes les autres. Mais il faut se rappeler que le Soleil, lui, est vraiment, vraiment beaucoup plus gros que n'importe quelle des planètes du système solaire. En termes de taille, le Soleil bat tout le monde. Et ça, il faut vraiment garder ça en tête parce que souvent, on voit des diagrammes comme celui-là ici, puis on a l'impression que le Soleil est juste 3 ou 4 fois plus gros que Jupiter, mais en fait, ça, c'est pas vrai. Le Soleil est vraiment 100 fois plus gros facilement que Jupiter. Et comme je vous disais un peu au début, chacune des planètes a différentes particularités et tourne autour du Soleil à différentes vitesses. Quand on parle de Mercure, la première, elle tourne autour du Soleil en 87 jours. Puis ça, c'est comme l'année mercurienne, si on veut. Une année sur Mercure a 87 jours. Alors que pour Neptune, par exemple, on parle de 165 années. Donc, c'est énorme. Et aussi les températures sur la surface. Sur Mercure, on a jusqu'à 425 degrés. Puis Vénus aussi, 490 degrés sur la surface de Vénus. Alors qu'à l'extrémité du système solaire, on a des températures de moins 225 degrés sur Neptune. Donc, c'est complètement différent. Puis leur distance aussi par rapport au Soleil, sur ces diagrammes-là, ne sont pas bien représentées. Donc, les distances proportionnelles, ici, on les voit bien. Les planètes terreuses comme la Terre, Mercure, sont très près du Soleil comparées finalement à Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune qui est tout au fond là-bas. Et là, je vais vous parler de formation du système solaire. Donc, ici, on voit une espèce de bulle de gaz dans une galaxie. Et la force de gravité, elle agit sur les particules de gaz, puis c'est à cause d'elle que avec le temps, il y a des objets célestes qui se forment, comme les étoiles, par exemple. Et là, on voit dans cette simulation-là, le gaz qui s'accumule, quand ça devient jaune, c'est qu'il y a plus de gaz qui s'accumule. Puis dans ces filaments-là, là, super denses, il va y avoir des étoiles qui vont se former ici. Et là, on ne le voit pas bien sur cette simulation-là, mais pour chacune de ces étoiles-là, mais il y a un disque aussi qui va se former, puis c'est dans ce disque-là que les planètes se forment. Et là, j'ai un petit schéma qui montre ça ici. Voilà. Donc, le gaz va se condenser à cause de la force de la gravité. Ça va former une étoile, ça va former un disque, et dans ce disque-là, il va y avoir des planètes. Et là, on peut s'imaginer, c'est ça que ça se forme comme ça. Et ça prend des millions d'années. Et pendant le moment où tout ça se passe, eh bien, il y a des collisions. Les objets qui se forment, les planètes, par exemple, il y a beaucoup de collisions, c'est pas stable, mais ça prend du temps avant que le tout se stabilise. Avec un système là, comme ici, où il pouvait y avoir, là, je ne sais pas si vous pouvez les compter, mais il y en a des 20, je sais pas, mettons 15 ou 20 planètes ici sur le système. Bien, à la fin, il y en a beaucoup qui se font détruire, qui entrent en collision, et il en reste seulement quelques-unes. Et celles qui restent souvent sont sur des orbites circulaires, stables, comme on le voit aussi présentement dans notre système solaire, des beaux orbites circulaires. Donc là, on va traverser les planètes. J'ai beaucoup encore d'informations à passer en peu de temps. J'espère que vous êtes attelés. Et je vais essayer de vous montrer les choses qui sont les plus incroyables sur chacune de ces planètes-là. On va commencer par Mercure. Si vous étiez un astronaute sur Mercure, il n'y a pas d'atmosphère, mais vous verriez le Soleil dans le ciel. Le Soleil serait 3 fois plus gros dans le ciel que si vous êtes sur Terre. Donc, vous êtes vraiment proche du Soleil. Le Soleil est beaucoup plus gros. Et Mercure est plein d'impacts d'astéroïdes. Et ça, c'est dû justement à la période de formation du système solaire. Mercure est très proche du Soleil. Fait que toutes les comètes, tous les astéroïdes qui étaient projetés dans toutes les directions au moment de la formation du système solaire pouvaient entrer plus facilement ou plus fréquemment en collision avec Mercure. C'est d'ailleurs la planète qui a le plus gros impact d'astéroïdes du système solaire. C'est celui-là ici. Il est gigantesque. Donc, c'était le plus gros astéroïde qui est rentré en collision avec une planète, c'est sur Mercure. Et là, on voit plein de petits cracks et d'impact d'astéroïdes. Il n'y a pas d'activité volcanique
c'est vraiment que c'est une planète qui est inerte. Il n'y a absolument rien qui se passe. Un peu comme la Lune. Elle ressemble en fait beaucoup à la Lune. Et ben, on peut l'observer de la Terre quand elle passe en face du Soleil. Donc, on peut voir une éclipse de Mercure. Maintenant, Vénus. Vénus, on est un tout petit peu plus loin, mais Vénus, elle, a une atmosphère. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on voit quand on regarde Vénus, c'est une couche d'atmosphère super dense qui est remplie de gaz super toxiques. On parle d'acide sulfurique et de choses comme ça. Puis la température, toute la planète, c'est comme un gigantesque four. Un four avec de l'acide sulfurique. C'est vraiment pas un endroit où on veut aller. Mais si on enlève la couche d'atmosphère et on regarde la surface, vous voyez, là, il y a quand même beaucoup de montagnes, il y a des espèces de coulées de lave, des anciennes coulées de lave et tout ça. Et il y a une raison pourquoi Mercure est si différente, par exemple, de la Terre ou par exemple de Mercure. C'est que si vous vous rappeliez du vidéo où je montrais les éruptions solaires avec les particules solaires qui créent les aurores boréales, c'est la même chose pour Vénus. Fait qu'il y a des particules solaires beaucoup plus, en fait, hein, puis ça arrive beaucoup plus souvent. Puis c'est comme ça crée un vent qui souffle l'atmosphère de Vénus constamment. C'est ça qui l'a comme changé l'atmosphère de Vénus avec le temps, puis qui l'a rendue si dense et acidifiée. Et c'est pour ça que l'atmosphère de Vénus n'est vraiment pas comme l'atmosphère de la Terre. En plus de ça, un truc incroyable qu'il y a sur Vénus, c'est qu'il y a constamment d'énormes ouragans qui sont situés au pôle de la planète. C'est un duo d'ouragans comme ça, là. Donc ça, ce serait des photos, si ça serait visible de près, on verrait deux ouragans comme ça. Mais vous imaginez deux ouragans qui sont là constamment, qui tournent l'un autour de l'autre avec des vents de 360 km/h. Et ça, c'est stable et ça reste sur le pôle de Vénus constamment, avec des éclairs en plus. Et il y a plein de volcans qui peuvent être actifs. Et d'ailleurs, ça, c'est des points qui montrent la chaleur en dessous des volcans de Vénus et les rivières. Et Vénus peut aussi passer en face du Soleil, donc on voit ici parfois le transit de Vénus. Maintenant, allons à la Terre. Et là, j'ai encore une vidéo. Il y a un truc que les scientifiques ont découvert en étudiant la Terre et la Lune. Puis, ça ramène en fait sur comment est-ce que la Terre s'est formée. Puis là, je vous disais que quand les planètes se forment, il y a beaucoup de collisions. Puis même s'il y a beaucoup de planètes au départ, il y en a seulement quelques-unes qui survivent. Bien, la Terre fait partie de celles qui, au début de la formation du système solaire, est entrée en collision avec un objet supermassif. Et les scientifiques l'ont nommé Theia. Donc, c'était une planète qui était probablement près de la taille de Mars, qui est arrivée et qui est entrée en collision avec la Terre au début de la formation des planètes. Puis là cette collision-là était tellement intense que ça l'a projeté. C'est comme des millions et des millions de bombes atomiques. Je veux dire, c'est vraiment une énorme explosion. Ça a projeté des roches dans l'espace, dans toutes les directions. Et plus les roches sont légères, plus ils sont projetés loin dans l'espace. Fait que là, il y a plein de roches super légères qui ont été projetées super, super loin. Et avec le temps, la gravité fait que ces roches-là vont encore s'agglomérer. Et c'est ces roches-là qui sont responsables de la formation de la Lune. Et c'est pour ça qu'on a un gros satellite naturel, la Lune. C'est à cause de cette collision-là. Et la raison pour laquelle les scientifiques savent que ça s'est passé, c'est qu'ils ont étudié la composition de la Lune et se sont rendus compte que la Lune était super légère comparée à la Terre. Et pour expliquer ça, il a fallu que cette collision-là se passe dans le temps des milliards d'années. Donc, il y a eu une grosse, grosse collision, puis ça a permis à la Lune de se former. Et ça, c'est des photos de la Lune, justement, et de la composition chimique de la Lune qui change avec la couleur. Maintenant, Mars. Fait que Mars, moi, c'est ma planète préférée. Mars a 2 lunes, mais ce qui est le plus intéressant pour moi sur Mars, c'est les volcans. Et même si Mars, bon, là, on le voit ici, c'est à peu près 2 fois plus petit que la Terre, Mars est assez extrême dans son sens. Ça, c'est une genre de map monde de Mars, fait qu'on voit les différentes montagnes, les cratères, puis ça, c'est comme une espèce de plaine où il n'y a absolument rien, il n'y a pas de cratère, c'est super plat. Mais ici, dans l'hémisphère sud, il y a un énorme volcan qui est le plus gros volcan du système solaire. Et ce volcan-là s'appelle le mont Olympus. Et croyez-le ou non, le mont Olympus a 25 km de haut. C'est 3 fois plus haut que le mont Everest. Il est tellement haut, ce volcan-là, que si on était à la pointe du sommet, on serait en fait dans l'espace. On quitterait carrément l'atmosphère de Mars. On serait dans l'espace. Il n'y a pas d'air, en fait, en haut
du sommet de ce volcan-là. Puis en plus d'avoir le plus gros volcan du système solaire, il y a des canyons incroyables. Là, ça, c'est une photo d'un canyon, donc une grande tranchée qui est de 16 km de profond. OK? Donc, je vais revenir ici. Donc, 16 km de profond. 16 km de profond, c'est 8 fois plus profond que le Grand Canyon aux États-Unis. Et ça, c'est tout près d'ailleurs du volcan. Fait que vous imaginez, là, le terrain est super accidenté. Puis d'ailleurs, quand ils envoient des robots sur Mars, ben, ils ne les envoient pas dans ces endroits-là parce que c'est trop difficile de se déplacer. Il y a trop de bosses et de pentes et tout ça. Donc, généralement, les robots sont envoyés dans les endroits plats comme le cratère ici ou l'autre région de Mars. Donc, est différente de la Terre aussi. Il y a moins d'eau. Et je vais encore revenir à nos particules solaires, à nos champs magnétiques que je parlais pour les aurores boréales. Pourquoi est-ce que, dans le fond, la Terre est protégée par les champs magnétiques? Pourquoi est-ce que Vénus, elle, s'est fait un peu désagréger son atmosphère? Mais c'est un peu la même chose pour Mercure, pour Mars. Fait que Mars n'a pas de champ magnétique qui protège pour les particules solaires. Fait que quand les particules solaires arrivent vers Mars, il n'y a pas de bouclier qui les dévie. Elles vont percuter l'atmosphère de Mars directement, puis elles vont tranquillement, pas vite, arracher les petites molécules dans son atmosphère. Et en fait, les scientifiques pensent que, il y a des milliards d'années, il y avait des océans sur Mars, mais à cause de cet effet-là, des particules solaires, les océans se sont asséchés, et puis les particules d'eau qu'il y avait dans l'atmosphère se sont fait complètement, ils sont complètement envoyés dans l'espace. Et ça, c'est une photo de qu'est-ce que Mars aurait pu avoir l'air il y a 3 ou 4 millions d'années, avec un énorme océan dans la région justement qui est plate, où il n'y a pas de cratère, il n'y a pas de volcan. Et finalement, ben, cette eau-là s'est évaporée et puis s'est fait bombarder par le rayonnement des particules solaires. Il y a quand même encore de l'eau sur Mars, mais en très petite quantité, puis les robots peuvent prendre des images d'ailleurs de ça. Ça ici, c'est super intéressant. C'est en fait 2 images qui montrent Mars prises par des télescopes. Il y a une image qui a été prise au mois de juin en 2001 et une autre image qui a été prise au mois de septembre. Et là, vous voyez la différence, c'est qu'il y a eu une énorme tempête de vent qui a projeté du sable dans l'atmosphère. Et là, Mars est devenu une espèce de grosse boule de sable, en fait, complètement une grosse tempête qui s'est généralisée sur toute la planète. Fait que Mars, parfois, a vraiment des grandes tempêtes. Et les robots, d'ailleurs, voient parfois des tornades. Et ça, c'est une tornade qui a été filmée par un des robots qui est sur Mars. Et si vous êtes un des petits robots, d'ailleurs, sur Mars, c'est le genre de coucher de soleil que vous verriez. Ça, c'est des images en couleur réelle d'un coucher de soleil sur la planète Mars. Allons vers les géants de gaz. Encore quelques minutes, j'espère que je vais avoir assez de temps pour passer au travers tout. Fait qu'on va commencer par Jupiter. Ça, c'est une image d'une sonde qui est allée vers Jupiter. Donc, on voit les mouvements du gaz sur la planète. Et la planète tourne sur elle-même en seulement 10 heures. Fait que c'est la plus grosse planète du système solaire, mais elle tourne sur elle-même vraiment, vraiment rapidement. Là, on le voit d'ailleurs, les mouvements des différentes couches de gaz aussi sont super intéressants. Puis il y a une énorme tempête, l'œil de Jupiter, qui est là en permanence. Et ces nuages-là sont pleins d'eau, pleins d'ammoniac, pleins de gaz. Puis il y a aussi des éclairs qui sont détectés. Jupiter, en plus d'être la plus grosse planète, c'est elle qui a le champ magnétique le plus fort. Fait qu'il y a des aurores boréales sur Jupiter. Ça, c'est des images qui montrent les aurores boréales sur les pôles de Jupiter. Et puis, quand on les regarde de près, on voit parfois des points comme ça sur les aurores boréales de Jupiter. Et ces points-là sont liés à ces lunes, en fait. C'est les champs magnétiques des lunes qui influencent le look des aurores boréales sur ces pôles. Fait qu'on peut les identifier. Ça, c'est Europa qui crée ce petit point-là. Ganymède, ici. Io, ça, c'est toutes des différentes lunes de Jupiter. Et là, on voit une petite vidéo, justement, qui montre comment tout ça s'anime. Jupiter a des anneaux. Et Jupiter est aussi sur une orbite où il y a des astéroïdes qui suivent la planète. Donc là, on voit la ceinture d'astéroïdes ici. Mais sur l'orbite de Jupiter, il y a des astéroïdes de part et d'autre. Et Jupiter aussi a souvent des collisions avec ces astéroïdes-là. Puis, on les voit dans les images d'observation de Jupiter. On voit parfois des espèces de petites explosions qui sont les impacts de ces astéroïdes-là.
Ça, c'est 4 des plus grosses lunes de Jupiter, mais Jupiter a des dizaines de lunes. Ça, c'est une image qui montre toutes les orbites des différentes lunes sur Jupiter. Mais les 4 plus grosses sont très différentes, puis ont des croûtes de glace, des fois des croûtes solides, avec des cratères qui ressemblent un peu à Mercure. Donc, chaque lune est très, très différente. Et ça, c'est pour vous montrer des images de la surface, des fois des volcans, des craques dans la glace. Et ça, c'est une image qui montre comment est-ce qu'on verrait Jupiter, justement, avec un télescope, avec les 4 principales lunes. Mais il y en a vraiment des dizaines d'autres. Maintenant, Saturne, là, c'est sur les anneaux. Parfois, il y a des tempêtes. Là, on voit une image avec les tempêtes sur Saturne, qui ont des couleurs assez impressionnantes, d'ailleurs. Et là, on voit à différentes dates, là, en passant du mois de janvier au mois de mai, juin, juillet, comment est-ce que des fois les tempêtes évoluent sur la surface de Saturne. Puis si on fait une image vraiment rapprochée, on voit qu'en fait, il y a plein de petits ouragans sur la surface de Saturne constamment. C'est une planète qui est remplie de ces petits ouragans-là. Et il y a un truc spécial, en fait, sur Saturne que les gens ont appelé l'hexagone. Fait que si on prend les images du pôle nord de Saturne, on voit une espèce de forme hexagonale ici. Et ça l'a bien dérangé les scientifiques pendant longtemps. On se demandait qu'est-ce qu'il y avait là. Est-ce que c'était des extraterrestres qui créaient ce vortex-là en forme hexagonale? Et les scientifiques se sont mis à essayer d'expliquer ce phénomène-là et ils ont réussi à le reproduire en laboratoire. Donc ça, c'est des vidéos réelles de l'hexagone, comme il bouge. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment normal. C'est des couches de nuages. Et ici, on voit comment ils ont réussi à répliquer ce qui se passe sur Saturne dans un laboratoire. Fait qu'on voit comment ils sont capables de recréer des formes hexagonales, comme ça, avec différents liquides et différents gaz. Donc, malheureusement, ce n'est pas des extraterrestres, c'est juste un phénomène naturel. Et anneaux. Donc, Saturne, plein d'anneaux qui sont composés de gros blocs de glace gigantesques qui peuvent être de la taille d'une maison. Et il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Et dépendamment de où est-ce qu'on est dans les anneaux de Saturne, la glace est plus pure ou parfois elle est contaminée par de la poussière. Et c'est pour ça que les anneaux ont différentes couleurs. Fait que des fois, il y a des anneaux qui sont plus rouges où il y a plus de poussière. Mais quand les anneaux sont bleus, c'est vraiment de la glace très pure. On voit comment justement les anneaux sont différents les uns des autres. Maintenant, Saturne a une lune qui s'appelle Titan, qui ressemble en fait à ce que la Terre aurait pu avoir l'air vraiment au début de la formation de la Terre. Par contre, c'est très froid et les lacs sur Titan, en fait, ne sont pas des lacs d'eau, c'est des lacs de méthane. Par contre, ben, c'est ça, Titan, c'est comme une espèce de bébé planète, si on veut, même si c'est une lune. Il y a vraiment toutes les caractéristiques que la Terre a au début du système solaire. Ensuite, il y a une lune qui s'appelle Encelade, que quand on l'observe de plus près, il y a des croûtes de glace et il y a des geysers qui envoient de l'eau dans l'espace quand la croûte de la petite lune craque. Et on les voit ici, donc les geysers sur Encelade. Et Encelade tourne autour de Saturne et en tournant avec ces geysers-là qui envoient de l'eau dans l'espace, ça forme en fait un anneau de glace. Donc, Encelade a son propre anneau qui est formé par la glace de ces geysers. Et ça, c'est une observation de Saturne. Maintenant, Uranus qui est la seule planète qui roule sur son orbite. Donc, on voit la planète Uranus ici avec son axe de rotation. Donc, Uranus roule littéralement sur son orbite. Elle ne tourne pas sur elle-même comme ça. Elle roule. C'est la seule planète qui fait ça. C'est une planète qui a aussi des anneaux. Puis on a découvert ces anneaux à cause de ces lunes. Que si vous voyez dans cette vidéo-là, je vais les repartir au début. On voit la lune qui tourne autour d'Uranus scintiller. On la voit disparaître derrière les anneaux. Et c'est comme ça qu'on a réussi à les détecter. On ne les voit pas, mais on voit la lune qui tourne autour et on voit dans le fond que parfois la lumière qui est réfléchie par la lune disparaît. Et c'est dû aux anneaux d'Uranus qui ont été d'ailleurs photographiés par la suite par des sondes, mais c'est comme ça qu'on les a découverts avec la petite lune qui scintillait. Et ça, c'est quelques-unes des lunes d'Uranus. Et maintenant, on va terminer par Neptune. Et là, c'est la dernière. Neptune qui a les vents les plus importants du système solaire. Et c'est des vents, et là, je vais essayer de vous montrer, c'est des vents qui ont été mesurés en regardant les petits nuages qui tournent autour de la surface de Neptune. C'est des vents de 2000 km/h. Donc, la planète est constamment soufflée par des vents vraiment, vraiment importants.
Il y a aussi des petits anneaux. Une que je veux vous parler pour Neptune, c'est Triton. Triton a aussi des geysers. Puis là, on voit sur cette vidéo-là des geysers qui souffrent de l'espèce de poussière. C'est pas de l'eau comme Encelade. Puis on le sait que ces geysers-là sont là parce qu'on voit des espèces de plumes de poussière comme ça qui sont toutes dans la même direction. Donc, c'est la poussière qui sort du geyser et qui est soufflée par un vent et qui est déposée sur la surface de la planète, toutes dans la même direction. Et qu'on sait qu'il y a du vent sur Triton, même si on n'est jamais allé, puis on sait qu'il y a ces geysers-là qui envoient de la poussière dans les airs. Voilà. Et bon, là, on finit nos planètes, mais je veux quand même mentionner qu'il y a plusieurs autres objets dans le système solaire qui ne sont pas des planètes. Pluton, par exemple, qui n'est plus une planète, mais il y a Eris, Makemake, plein d'autres. Et en fait, ça, c'est notre système avec nos planètes, mais les astronomes ont commencé à découvrir des planètes dans d'autres systèmes, des exoplanètes. Et ça, c'est des images de ce qu'on pense que ces planètes-là ont l'air, mais en fait, on ne sait pas, on ne peut pas prendre d'images, elles sont trop loin. C'est juste une idée de ce qu'elles pourraient avoir l'air. Mais avec les futurs télescopes qu'on est en train de construire, on va probablement être capable un jour de savoir un peu plus qu'est-ce qui se passe dans ces mondes-là. Puis comme chacun des mondes dans le système solaire est différent, j'ai juste hâte de voir qu'est-ce qu'on va découvrir, quel genre de planètes ces mondes-là sont. Puis j'espère que ça vous a un peu intrigué puis que ça a piqué votre curiosité. Puis je vais avoir le temps, je pense, pour quelques questions. Merci. Normalement, je vois les questions dans le chat, fait qu'hésitez pas à m'écrire directement dans le chat. Je vois vos questions. Oui, salut Laurie, merci beaucoup. Ouais, je voulais juste te remercier en attendant que peut-être il y ait quelques petites questions. Moi, vous poser des questions, vous y pensez, parce que moi, comme je vous disais, ma planète préférée, c'est Mars, mais ça serait quelle votre planète préférée et pourquoi, dans le fond? Est-ce qu'il y a une des planètes du système solaire que vous préférez? Mars, en tout cas, pour moi, juste avec les volcans, là, imaginez faire une randonnée pour monter au-dessus du mont Olympus, ça doit prendre au moins 5 jours. Ok, tu le vois. Ouais. Marc-André dit que sa planète préférée, c'est Neptune. Ouais, ça vient aussi de Neptune. Saturne, Uranus et Neptune, c'est des planètes qui sont composées de gaz hein, et elles sont super légères. Puis c'est des grosses planètes, mais elles sont légères. Fait que si là, on avait un océan assez gros pour pouvoir déposer la planète dessus, elle flotterait tellement qu'elle est légère. C'est un truc que moi je trouve toujours intéressant de penser. C'est vraiment comme une espèce de grosse boule super légère de gaz. Ouais. C'est pour ça aussi que les vents sont aussi forts. C'est que la matière est facile à pousser, c'est super léger. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient des questions ou qui voulaient partager leur planète préférée? Des fois, ça prend quelques secondes à taper. Ah, c'est vrai, j'ai pas mentionné que je pourrais rajouter pendant que les gens pensent à des questions. Je disais que Jupiter avait un champ magnétique super fort. On voyait les aurores boréales aussi sur Jupiter. Puis il y a un truc qui est impressionnant, c'est que Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire, fait que sa force de gravité doit être forte parce qu'elle est grosse. Mais elle a tellement un champ magnétique fort que c'est la chose, en fait, ça surpasse la force de la gravité dans l'environnement de Jupiter. Fait que quand il envoie une sonde pour prendre des images de la planète et que la sonde approche Jupiter, bien, il doit se faire super attention parce que la sonde peut se faire déchirer littéralement parce que c'est des sondes en métal. Elle peut se faire déchirer par la force du champ magnétique, tellement que c'est fort. Donc, les sondes qui vont autour de Jupiter vont commencer par faire des orbites très loin.
et puis vont se rapprocher tranquillement jusqu'au moment où les cendres se font déchirer. Où est situé notre monde dans la galaxie? Ah, c'est une bonne question. Vous vous rappelez la vidéo où je montrais la galaxie au début de la présentation? Avec le cœur de la galaxie qui est très dense, on a le disque. Puis notre galaxie, elle fait 100 000 années-lumière de dimension, c'est une grande galaxie. Le Soleil, lui, est situé à peu près à 2/3 de la distance du centre. Fait qu'il n'est pas complètement à l'extrémité. Il n'est pas au centre non plus. Puis il est entre deux bras spiraux. Donc, les galaxies spirales ont souvent des bras spiraux. Nous, on est situé entre deux bras dans une région un peu plus tranquille, où il y a un petit peu moins d'étoiles. Puis on est entouré de nos sœurs étoiles qui se sont formées à partir du même gaz que nous quand le Soleil s'est formé. Wow, merci. Oui, on a des merci qui rentrent. Il y a Alec et Élise aussi qui veulent savoir comment fonctionne le bouclier de la Terre. Ouais, le bouclier de champ magnétique. Les champs magnétiques dans les planètes, c'est assez fréquent. Puis ce qui génère ça, c'est le magma au cœur de la Terre. Fait que nous, on a du magma, hein, c'est ça qui sort des volcans quand il y a des éruptions volcaniques. Ce magma-là tourne comme la Terre tourne sur elle-même. C'est ça qui génère cette puissance champ magnétique-là. Et comment ça fonctionne? C'est que les particules qui arrivent du Soleil, elles ont... c'est pas des particules normales, c'est des particules qui ont un genre d'attraction, comme les aimants. Donc, les aimants, on sait, hein, quand on les approche, des fois ça se colle, des fois ça se répulse. Mais ces petites particules-là, on peut les voir comme des genres d'aimants. Puis le champ magnétique de la Terre, ben, c'est comme un gros aimant. Et quand le tout arrive près l'un de l'autre, ben, c'est attiré par la force justement de ce champ magnétique-là qui gère les aimants. Les petites particules sont chargées, elles sont comme des aimants et elles arrivent vers les pôles. Puis c'est d'ailleurs pour cette raison-là, c'est ça qu'on voit uniquement les aurores près des pôles nord et pôles sud de la Terre. Wow, fantastique, merci. OK, donc ça semble être tout pour les questions, je crois. Donc, je te remercie énormément, Laurie, pour cette super belle deuxième présentation. C'était Oui. vraiment, vraiment cool. Je sais que moi, j'apprends toujours beaucoup. Merci à tous d'être venus passer ce moment avec nous et je vous encourage à visiter notre site web fréquemment pour voir les autres ateliers qu'on a de disponibles. Sinon, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Merci. Bye. Oui, merci. Bye.